la tenue des scrutins prévus le 20 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, vous le savez, en RDC, les élections législatives, les législatives nationales et provinciales couplées à la présidentielle et l'élection des conseillers municipaux devraient en principe ou doit en principe se tenir le 20 décembre prochain. La Prunelle FM, la Prunelle RDC s'emploie évidemment à donner la parole aux candidats afin évidemment de les écouter, de donner la chance à chacun pour que les électeurs puissent faire un choix judicieux. Nous savons évidemment que nous ne pouvons pas atteindre tout le monde, mais nous essaierons de donner la parole évidemment aux plus jeunes, notamment pour qu'ils puissent dérouler leurs idées ici, pour qu'ils puissent parler directement à des potentiels électeurs. Sur ce plateau, ce matin, je reçois un candidat, député national, Jean-Jacques Bagabo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'être venu sur ces plateaux de la Prunelle. Vous êtes, vous, des Envol, les partis d'Élysée Sanga, et vous êtes candidat député national. Est-ce que vous, peut-être une question de curiosité, d'abord en attendant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que vous croyez en la tenue de ces élections le 20 décembre prochain? Bien, merci. Je profite de ce micro, messieurs, honneur pour saluer d'abord tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, parce que nous sommes aussi en ligne. Évidemment. Nous saluons vraiment, nous remercions pour cette invitation ce matin. Vraiment, s'il faut parler, moi je peux dire directement que je crois en ces élections parce qu'il existe un organe qui est censé organiser ou qui doit organiser ces élections. Cet organe qui s'appelle la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui est en train de se battre et qui jusqu'à maintenant ne nous a rien dit. C'est pourquoi je ne peux pas me prévaloir dire il y aura élection, il n'y en aura pas, malgré les doutes, les suspicions de tout ce que nous sommes en train de suivre, de la bouche des responsables de cette CENI par le fraîchement de Denis Kadima, son président. Lui, il a essayé de montrer, il y avait encore des doutes, ils ont encore des difficultés sur le plan logistique, ils ont des difficultés sur le plan financier, il y a la question de l'insécurité au niveau du pays. Mais tout ça, nous ne savons pas réellement comment ils sont en train de faire pour s'en sortir. C'est pourquoi nous, en tant que candidats, nous sommes en train de nous préparer. Nous continuons à nous préparer, à appeler même nos électeurs à être vigilants, à penser vraiment au bon choix et comment est-ce qu'ils vont le faire. Et le moment venu, nous devons y aller. S'il faut aller dans la mesure où il n'y a pas élection, nous allons juste là interroger la Constitution et savoir qu'est-ce que la Constitution dit dans ces cas. Et tout ce que la Constitution devra nous souffler, et c'est ce que nous devrions suivre au niveau du pays. Voilà un peu mon entendement, monsieur Honneur. Alors, évidemment, vous croyez en la tenue de ces élections, on comprend, mais finalement, est-ce que dans les contextes actuels des élections, on a vu les tensions dans la province du Congo central, parce qu'il faut le signaler, d'Élysée Sanga et son parti soutiennent désormais la candidature de M. Moïse Katumbi, qui évidemment a été d'abord un ancien allié et va les redevenir encore pour cette année. Est-ce que, à votre niveau, en tant que parti, vous êtes prêt en tant qu'opposition? Parce que parfois, les pouvoirs disent l'opposition a peur de ces élections, qu'elle est en train de mettre en place, qu'elle annonce des scénarios de reports qui ne sont pas au rendez-vous auprès de la CENI. Bien, au début, on disait, l'Union sacrée disait l'opposition a peur des élections. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut faire rire, mais comprenez que je le dise. On est en train aujourd'hui de poser la question aux gens de l'Union sacrée, mais c'est quoi votre bilan? Ils disent Katumbi est un étranger. Donc ils n'ont pas de bilan aujourd'hui à justifier, nous sommes en train de le voir. Partout où on est en train de passer, partout où on est en train de parler aux gens, vous entendez le goût de la population de voir un changement à la tête de ce pays. Les gens qui nous ont dirigés, ils n'ont pas vraiment fait tel que la population voulait, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la misère partout, rien ne va, les taux de dollars, les prix des produits de première nécessité, l'éducation, les sociales, tout ça, il n'y a rien qui va. Et donc, nous, en tant qu'opposition, nous sommes très prêts, malgré tout ce que nous sommes en train de parcourir dans cette campagne. Nous sommes prêts à aller aux élections parce que nous pensons que nous avons un candidat qui est vraiment le mieux, le meilleur, un candidat qui
qui va vraiment battre à plate couture cette fameuse union sacrée, avec toutes les promesses fallacieuses qu'elle nous a vraiment montré au niveau du pays. Tout est resté promesse, et même jusqu'aujourd'hui, partout vous êtes en train de voir les candidats de l'union sacrée en train de passer en pleine campagne, c'est toujours promettre. Voilà, ici, nous allons organiser la Coupe d'Afrique, et ici, chez vous, vous allez... Mais est-ce que les élections ne sont pas même un moment de promesses? Parce qu'évidemment, je crois évidemment que c'est ces moments de promesses. Des promesses... C'est d'ailleurs ce que vous allez faire sur ce plateau ce matin. Non, des promesses pour des gens qui n'ont pas dirigé. Vous savez, nous sommes devant un candidat qui venait d'épuiser 5 ans, et pourtant, normalement, dans un premier mandat, c'est le mandat qui profite réellement au peuple. Si vous avez besoin du deuxième mandat, vous devez tout faire pour que le premier mandat vraiment soit très bénéfique au peuple. Et le deuxième mandat, à l'Africain, on sait que c'est le mandat où on est en train de préparer comment plier bagages, comment plier ses valises. On devra aller, c'est pas rester se reposer où. C'est pas vraiment un mandat où on peut espérer à beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de penser que nous ne devrions pas renouveler ce deuxième mandat où la confiance à M. Félix, comme Félix Tshisekedi, comme il l'a dit, mais nous devons aujourd'hui revoir. On ne va pas dire on va reprendre, c'est pas la question de l'État, c'est pas reprendre les choses, c'est la continuité, le principe de continuité. Si on a pensé que la gratuité de l'enseignement existe, nous venons pour réorganiser, pour refaire les choses, et à l'issue de tout ce que nous allons faire comme consultation, comme préparation, nous on va améliorer, on va construire des écoles, on va recenser tous les enseignants, on va quand même réfléchir au social de l'enseignant. Et s'il faut toujours revenir à vos questions, au niveau de Kananga, où est attendu aujourd'hui le président numéro 3, Moïse Katumbi, vous avez suivi la déclaration de notre président national, l'honorable Délice Sanga, qui a montré que l'Union sacrée avait déjà a changé son itinéraire, l'itinéraire du candidat numéro, c'est pas moi, je me rappelle pas de son numéro, du candidat Félix. On a changé son itinéraire. Bon, est-ce que vous ne voulez pas le dire? Bon, en fait, vous avez quand même votre numéro 3. Oui, notre est le numéro 3, et nous demandons à la population de bien saisir, de ne pas oublier ce numéro-là. On a changé l'itinéraire, lui qui est à Mbujimai depuis hier et qui devrait travailler sur Mweneditu et Kabea Kamanga, aujourd'hui il dit non, il faut qu'il vienne à Kananga, et pratiquement aux mêmes heures, au même endroit. Et tout ça on a trouvé. Quand on a demandé la police, on a trouvé les services des urbains, les services municipaux ont montré que les policiers étaient tous réquisitionnés pour sécuriser le meeting de M. Félix Tshisekedi. Et nous, on se pose la question, pourquoi ça? On est en train de trouver ces agissements-là. C'est juste pour vouloir nous intimider. Ils veulent faire des casses, mais nous avons dit que toutes les responsabilités possibles reviennent à ces gens de l'Union sacrée. Partout où nous sommes en train de passer, ça se passe bien. On n'a pas vraiment de complications. Vous n'avez pas entendu que non, il y a eu des émeutes quelque part, il y a eu des fuites quelque part. Nous sommes en train vraiment de bien les faire. Il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, parce que nous allons nous rappeler de 2011, pratiquement les derniers jours, les 3 derniers jours de la campagne, avec le musée Étienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, bien que son fils aujourd'hui ne sait pas vraiment consolider les acquis de la lutte de cet homme-là. Aujourd'hui, avec Kabila à l'époque, vous allez vous rappeler qu'il y a eu des émeutes, les gens sont décédés, les gens sont morts de n'importe comment. Aujourd'hui, nous ne voulons pas en arriver là. Nous devons rester chacun dans sa feuille de route. Nous devons, d'un côté, défendre le bilan de 5 ans, et de l'autre côté, dire aux gens qu'est-ce que nous voulons faire. Voilà un peu, cher honneur, nous sommes en train de penser que nous y allons lentement, malgré les agissements de ces gens de l'Union sacrée. Nous savons aujourd'hui qu'ils peuvent être en train de nous dribbler. Bon, Martin Fayoulou, qui est aujourd'hui acheté à moindre prix, il peut être en train de jouer le jeu de l'Union sacrée, on nous distrait pour ne pas battre campagne, et finalement le 20 on y va dans le format Félix Tshisekedi. Mais nous sommes en train de dire aux gens, nous sommes en train de nous préparer, nous éveillons la conscience des uns et des autres pour vraiment dire, savoir, accepter que non, les 5 ans que nous venons de passer, nous sommes prêts encore à vivre les mêmes 5 ans.
Et je pense aujourd'hui la population, elle n'est plus dupe. La population est déjà informée et est en train de voir ses propres ennemis à la tête du pays. Le pays est extrêmement riche, mais aujourd'hui, on a du mal à nouer les deux bouts du mois, qu'on soit travailleur ou pas. Quel est cet agent de l'État, à part ceux qui sont dans les services d'assiette, qui savent nouer les deux bouts de mois aujourd'hui? Même ces chefs de division qui font du bruit n'importe comment ici, ils ne savent pas faire. Vous savez, je vais vous dire ici que beaucoup de chefs de division aujourd'hui, c'est les rançonnements, rançonner toujours les gens pour savoir comment vivre, parce qu'ils n'ont pas de salaire pour nouer les deux bouts du mois. Merci, et donc tout ça, nous sommes en train de demander vraiment à la population de rester clairvoyante et de ne pas se laisser faire. Entrons dans le vif du sujet, parce qu'on le sait évidemment que vous êtes candidat député national. Vous êtes en tout cas jeune, vous avez été d'ailleurs un acteur clé de la société civile dans cette ville de Bukavu, et vous avez choisi la politique en 2019. Parlez-nous de vous, et puis ensuite, parlez-nous de votre motivation. Pourquoi vous avez choisi de quitter la société civile pour l'action politique? Très bien. En tout cas, là, je suis dans mon bain. Tel que je le disais, je suis Jean-Jacques Bagabo. Je suis un jeune entrepreneur, un jeune politicien dans cette province du Sud Kivu. Je n'ai pas commencé normalement en 2019. Je commence à goûter un peu de la carrière politique en 2012 avec le feu Banza Mukalayi dans son parti Lideko, où j'avais adhéré à l'époque là en 2012. On a évolué avec feu Banza Mukalayi et à un moment donné, on a raté les élections de 2015 telles que c'était de 2016 plutôt, telles que c'était prévu. Et après avoir raté ces élections-là, nous étions obligés, on n'était pas vraiment très bien motivés. J'étais obligé de rebrousser chemin et je suis allé continuer avec ma carrière à la société civile parce que j'étais enseignant. Ça, nous devons dire à la population. Depuis 2009, je suis enseignant d'école secondaire jusqu'en 2017. Et pratiquement en 2017, j'ai abandonné catégoriquement ce monde-là. J'ai embrassé la société civile. Et j'ai milité aux côtés des autres acteurs de la société civile dans le noyau du Banda. Et au niveau du quartier Ndendere, depuis 2018, j'étais devenu le président de la société civile. Okay. Et j'ai évolué jusqu'en 2019. En 2019, j'ai étudié les paramètres. J'ai commencé mes contacts avec l'honorable Délice Sanga, qui est le président national du parti de l'Envol. Envol qui existe depuis 2009 et pratiquement en 2011, Envol a été reconnu comme parti officiellement au niveau du pays. Et j'ai commencé mes contacts en 2019 à partir de Twitter. C'est là même que j'appelle les jeunes à bien manipuler leurs téléphones Android. Ce ne sont pas des téléphones pour faire de n'importe quoi, pour ingérer les gens, mais ce sont des téléphones qui peuvent aussi vous aider à vous ouvrir. À d'autres horizons. Je tombe sur Délice Sanga en 2019, juste après les élections, sur Twitter. Je le connaissais comme député parce qu'il est député national depuis 2006 dans ce pays. J'ai commencé à discuter avec lui. En 2020, quand j'ai pris programme avec lui, il y a Covid aussi qui était tombé. Mais juste 3 mois après, on avait forcé, j'étais allé à Kinshasa, on s'est rencontré avec le président Deli. Et du coup, en 2020, je suis nommé officiellement coordonnateur provincial de ce parti d'Envol au Sud Kivu. Et quand je suis nommé, j'ai réuni vraiment tous mes vieux, tous mes cadres. Je leur ai parlé de cette situation. Et j'ai décidé de démissionner de mon poste du président de la société civile au niveau du quartier Ndendere. Et je suis allé directement dans ce parti. J'ai commencé à travailler. J'ai installé le parti dans tous les territoires de la province du Sud Kivu. Et j'ai évolué. J'ai participé à beaucoup d'actions du parti. Mais en dehors de ça, avant que je n'adhère au parti, j'étais déjà aussi agent à la commission de justice et paix, agent humanitaire. Okay. J'ai travaillé là comme d'abord comme consultant et après comme superviseur de projet. J'ai évolué et maintenant c'est par là que je voulais indiquer pourquoi finalement j'ai décidé de virer vers la politique. Oui, mes deux expériences là à la société civile, d'abord comme président sous noyau, mais aussi à la société civile comme agent humanitaire à la commission de justice et paix.
nous avons connu, nous avons fait beaucoup de choses. Et parmi tout ce que nous étions en train de faire, nous étions en train d'organiser même des plaidoyers en fonction de la population. Parce que nous sommes, et jusqu'aujourd'hui, nous devons le dire, nous sommes défenseurs des droits humains. Et partout où nous passions, chaque fois qu'il fallait organiser un plaidoyer, j'étais président de la société civile, vous présentez le plaidoyer auprès, par exemple, du maire de la ville, auprès peut-être du gouverneur, auprès du chef de quartier ou d'une autre autorité. On sentait dans les chefs de ces gens-là qui n'avaient pas vraiment la volonté de s'impliquer ou d'échanger ou de trouver solution aux problèmes que vous avez présentés. Même chose à la CDJP. Nous avons travaillé dans la résolution pacifique de conflits avec des communautés à Walungu et à Kabare, même ici dans la ville de Bukavu. Il sortait toujours des suggestions, lesquelles il fallait présenter soit au maire, aux autorités provinciales, de manière générale. Mais vous sentez toujours qu'il n'y avait pas de volonté. Maintenant, on se posait la question. On est en train de se battre jour et nuit, vraiment de tout faire pour que les sociétés de la population changent, mais on se disait que ça ne va pas. Vous allez vous imaginer, il y a même des questions sensibles qu'on a arrivé à amener auprès des autorités, mais l'autorité vous dit, mais ça, bon, en tout cas, ça vous laissez tomber, et bon, après, on vous appelle, on veut même vous donner un peu de quelque chose comme un pot de vin pour dire, laissez tomber ces dossiers, par exemple, dossier d'insécurité, dossier d'incendie des maisons dans la ville, dossier des servitudes ou des parcelles de l'État vendues. Vous sentez, on veut vous tendre quelque chose pour dire non, bon, laissez tomber, ce n'est pas à notre niveau, ainsi de suite. Mais finalement, je m'étais dit non, c'est pas ça. Nous voulons changer, mais s'il faut vraiment changer, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est là que l'idée va venir. Non, allez-y. Allez-y. Ok, finalement, Jean-Jacques, en vous entendant, évidemment, on sent un jeune décidé évidemment à changer, à aller apporter sa pierre dans la gouvernance. Ce n'est plus cette fois la pression seulement en tant qu'acteur de la société civile, mais dans l'action également. Mais la question c'est, est-ce qu'un bon acteur de la société civile peut forcément être un bon acteur politique, un bon parlementaire? Est-ce que vous avez des atouts? Pourquoi on devrait avoir confiance en vous? Pourquoi on penserait que vous serez un bon parlementaire, mais pas quelqu'un d'autre? Bon, merci beaucoup. Avant de parler évidemment de votre numéro, parce que vous avez aussi un numéro, c'est les combien? C'est les 244 dans la ville de Bukavu. Okay. Oui, je vais y revenir. Je suis très curieux de suivre certains jeunes qui nomment ou qui surnomment un acteur politique de Mupendawatu, ou si c'est des pas qui... On se pose la question en quoi la personne est réellement Mupendawatu. Et pourtant, on connaît tout ce que sont ces personnes, ainsi de suite. Nous avons été aux côtés de la population, nous nous connaissons. Les atouts, vraiment pour servir la population, nous les avons. Parce que nous avons accepté d'être humiliés dans cette ville de Bukavu. J'ai été arrêté 2 fois. Je ne veux pas aller plus loin. 2 fois parce que nous avons défendu le peuple. On vous arrête parce que seulement vous avez donné un avis contraire à celui ou à ceux des autorités. Et on vous dit non, vous devez... En fait, c'est dans le sens de nous museler notre liberté d'expression, ainsi de suite. Nous avons été arrêtés et nous n'avons jamais dit non. Nous n'avons jamais renoncé à cet appel-là de défendre vraiment la population. Un acteur de la société civile, vous dites, est-ce que forcément elle peut faire un bon politicien? Un bon parlementaire. Enfin, un bon parlementaire. Vous savez, nous avons des programmes, nous avons des visions. Bien qu'aujourd'hui on nous dise que ce sont des partis qui ont des visions, je vais rappeler que nous sommes un parti libéral et réformateur. Nous, ce sont des réformes. Okay. Nous faisons, c'est le libéralisme. Vous savez, un libéral, c'est qui? Si les gens peuvent suivre et peuvent lire même au dictionnaire, ils vont comprendre c'est quoi un libéral. Mais aussi les réformes. Je m'inscris, j'ai fait la même religion avec mon président Delis Sanga qui propose, ici ça ne va pas, qu'il faut changer. Ici, ça ne va pas, voici ce que nous proposons. Au niveau de l'armée, ça ne marche pas, voici ce que nous proposons. Au niveau de l'enseignement de base, voici ça ne va pas, voici ce que nous proposons. Sécurité, tout ça. Et c'est comme ça que moi-même, je me suis dit, ah voilà, la personne de Delis Sanga, je la rencontre parce que depuis longtemps, nous sommes là vraiment pour proposer. Les gens qui nous connaissent, ils peuvent nous défendre ici. Nous avons vraiment des atouts nécessaires qui puissent nous permettre de devenir un bon parlementaire. Nous allons porter des projets de loi
qui vont vraiment revenir dans les sociales, qui vont organiser vraiment les sociales de la population. Parce que c'est ça ce qui nous manque aussi. Nous avons des politiciens aujourd'hui qui vont, et au nom de l'argent, ils partent se vendre. Moi, je pense qu'on doit éviter l'argent. C'est pourquoi moi j'ai dit, on évolue d'abord à l'opposition. On va travailler. Quand on a le pouvoir, on va exécuter ce qui est notre programme. Vous savez, nous avons un programme de la refondation du Congo. Un programme que vous avez dilué, évidemment. On n'a pas dilué parce que le président Moïse, parce qu'on peut reconnaître que finalement, ce n'est plus Sanga qui va mettre en place son programme. Le président Moïse, mais ce sera M. Katumbi qui a son propre programme. Le président Moïse Katumbi a accepté de porter ce programme-là. Vous allez vous rappeler que nous avons pris 2 semaines de réflexion avant de rejoindre Moïse Katumbi. Et ces 2 semaines de réflexion n'ont pas été des réflexions inutiles. Nous avons haï à discuter à travers mon président Denis Sanga. Des discussions vraiment se sont faites entre le président Moïse et le président Denis Sanga jusqu'à ce que le président Moïse a accepté et a compris le bien fondé de ce projet-là. Et c'est pourquoi il a dit, alors, vous en tant que technicien, je voudrais vraiment que vous soyez là à côté. Partout où je pourrais peut-être trébucher, vous allez essayer un peu de nous rappeler et nous allons partir avec ce projet. Ce projet-là de la refondation du Congo, c'est un projet vraiment qui est ambitieux, c'est un projet porteur d'espoir. Et nous pensons qu'une fois nous sommes là avec la personne de Moïse Katumbi, vous savez, Moïse Katumbi lui-même c'est un travailleur. Les gens qui l'ont connu en 2007 ont su ce qu'il a fait du Katanga. Donc aujourd'hui, les gens ne peuvent pas le dire encore, mais nous avons vu le président Vital Kamerhe demander à tous les gouverneurs, à tous les ministres au niveau national d'aller en stage au Katanga. Ça, c'était dans les temps. C'était dans les temps. Il a reconnu. Il avait reconnu les mérites de ce monsieur-là. Vous allez vous rappeler qu'aujourd'hui, si vous avez un président, par exemple, qui arrive au pouvoir et qui investit dans 2 secteurs seulement de la vie, l'agriculture et les routes, seulement par exemple, vous allez vous imaginer combien il va soulager la population. Et donc, l'agriculture et les routes. Ça, c'est juste un exemple que je prends. Si moi je suis président, je dis, j'y vais, j'investis dans l'agriculture, je donne de la farine à bas prix, je donne du riz à bas prix, je donne le haricot à bas prix, pommes de terre. Peu importe le reste là, les gens vont se débrouiller, enseignement, ils vont payer facilement. Et s'il y a bien sûr des routes, vous savez aujourd'hui que le développement d'une entité, ce sont ces routes d'abord. Donc, vous imaginez que si on pouvait, des voies de communication, si on pouvait relier tout le Grand Kivu avec tout ce que nous connaissons, des potentialités sur le plan agricole, sur le plan minier, sur le plan c'est pas ceci ou cela, vous allez vous imaginer combien les Grands Kivu peuvent se développer. Jean-Jacques, vous le savez évidemment qu'en République démocratique du Congo, j'ai posé cette question en tant que jeune, il y a eu beaucoup de parlementaires. Depuis 2006, le Congo vit une expérience électorale. Quand même, vous le savez, les expériences se sont succédées 2011, 2018. Est-ce que vous avez appris à partir de ces expériences en tant qu'acteur de la société civile et comment vous comptez capitaliser toutes ces erreurs, tous ces échecs des autres parlementaires si vous êtes élu? Qu'est-ce que, évidemment, la deuxième question dans ce sens aussi, c'est quels sont les projets qu'est-ce que vous portez comme projet en faveur notamment des jeunes, dans les cas par exemple de l'environnement, dans les cas, je ne sais pas, de la sécurité. En tant que parlementaire, est-ce que vous avez des questions précises dans ces domaines précis? Très bien. Le premier volet de votre préoccupation voudrait savoir comment, qu'est-ce que j'ai tiré de l'expérience avec les autres parlementaires qui sont passés, ainsi de suite. Vous savez, nous avons un problème au niveau du pays. Et le premier problème, c'est d'abord au niveau de la tête. Il faut que vous le sachiez, cher honneur. Des présidents, comment on les appelle, des présidents qui parachutent, des présidents qui vous viennent, on ne sait pas d'où, ils n'ont jamais préparé. Parce que vous allez vous rappeler, le contexte qui amène le président Joseph Kabila au pouvoir, vous allez vous rappeler, le contexte qui amène M. Félix Tshisekedi au pouvoir, ce sont des contextes qui doivent nous inspirer aujourd'hui. C'est pourquoi nous pensons que nous devons aujourd'hui avoir un président qui a de l'expérience, qui a au moins osé, qui a montré qu'est-ce qu'il peut faire. Nous avons besoin d'un président qui s'est préparé, pas un président qui parachute, qui vient de n'importe où pour venir diriger. C'est ça le premier défi. Ce qui fait que aujourd'hui, quand vous analysez tout ce que je viens de vous dire là, vous allez maintenant aussi revenir sur la question de comment on a toujours les majorités parlementaires au niveau de ce pays ici. C'est ça le grand problème.
Voilà, aujourd'hui il y a l'Union sacrée. Vous allez vous rappeler comment ça s'était fait avec notre vieux Modeste Bati Lukwebo. Ils ont roulé tout le monde, voilà, ils ont fait. Peut-être de parler de lui parce qu'il n'y a pas de représentant de Lukwebo en ce studio. Il n'est pas aussi ici. D'accord, nous allons parler d'autre chose. Comme ça nous évite le fait maintenant de commencer à dire nous allons avoir un droit de réponse alors qu'il n'est pas là. D'accord, voilà. Merci cher honneur de me recadrer. Mais je vais toujours réfléchir. Les systèmes Union sacrée, quand on se rappelle comment il est mis en place, aujourd'hui, on peut peut-être dire que c'est une union sacrée, mais qui n'est pas toujours un acquis au président actuel, parce que les gens sont allés sur base de l'argent. Moi, je suis très clair là, je ne vais pas retirer ça. Sur base de l'argent, on a promis ceci, on a donné ceci, et les gens ont dit tous, ah voilà, on vient. Et c'est vrai. L'union sacrée existe parce que les G13 qui coordonnait mon président Délice Sanga avait fait des propositions pour qu'on sorte de l'impasse, pour qu'on sorte des difficultés qui faisaient pleurer chaque jour le président Félix Tshisekedi. Il disait non, le FCC met les bateaux dans les roues, ainsi de suite. On a tout fait pour que ça marche, mais finalement après, rien n'a marché. Apparemment, c'est un couloir qu'on lui avait donné pour finalement s'accaparer de tous les biens du Congo. Et donc, avec cette expérience, j'essaie un peu de regarder et je me pose la question, quelle devrait être ma position vis-à-vis des autres parlementaires, vis-à-vis de la gouvernance qui sera. Mais moi, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés parce que nous sommes en train d'aller avec un président qui ne viendra pas vraiment chanter seulement de n'importe quoi au niveau du pays, mais un président qui viendra travailler. Et nous serons là pour lui proposer des bonnes lois, des lois qui pourraient faire à ce que son action se passe concrètement au niveau du pays. Et donc, avec ça, nous allons essayer un peu de bouger les choses et ça va marcher. Et c'est comme ça directement que je réponds à votre deuxième préoccupation. Quelles sont les ambitions? Évidemment. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose pour les jeunes? Avec quoi vous allez à l'Assemblée nationale? Avec quoi nous allons? Peut se dire, je vais à l'Assemblée, vous avez vos 21 000 balles, vous commencez à construire quelques ponts, vous commencez à nous donner à intervenir dans des moments de deuil. Et ça, je ne ferai pas. Et enfin, nous allons continuer à être cela parce que vous vous enrichissez et vous venez nous construire quand même quelques petits ponts dans les quartiers. Est-ce que c'est ça le travail que vous allez évidemment... Est-ce que c'est ça la vision que vous portez aussi à l'Assemblée nationale ou vous avez autre chose que ça? Nos chers honneurs, nous avons autre chose. Je ne viendrai pas construire des ponts, et ça je suis en train de dire partout, je suis en train de passer avec les gens. Je ne viendrai pas construire les ponts. Ça, ce n'est pas un travail d'un parlementaire. Moi, j'ai essayé un peu de réfléchir sur Bukavu et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de difficultés à Bukavu. Et moi, j'ai essayé de résumer en 5 éléments. Et ce sont ces 5 éléments, toute ma démarche. Parce qu'il faut qu'on rappelle aux gens qui nous suivent que le parlementaire, le député, a 3 grandes fonctions. Il a 3 grandes missions. Il légifère, donc il fait les lois vraiment qui rentrent dans le social de la population, qui favorisent, qui facilitent la vie à la population. Il contrôle le gouvernement et le cas échéant, il peut proposer même des sanctions aux ministres, à ces gens-là qui ne veulent pas bien faire. Et enfin, il représente la population. Donc, il porte tous les différents plaidoyers qui peuvent exister. Et c'est tout ce qu'il doit porter. À partir de ces 3 fonctions du parlementaire, j'ai réfléchi. Je me suis dit, s'il faut faire les lois, s'il faut contrôler, s'il faut faire de plaidoyer ou représenter la population, je les fais sur base de quoi? C'est là que je suis en train de dire aux gens, il ne faut pas tromper à la population qu'un parlementaire, un député n'a pas de projet de société ou n'a pas de vision. Non, il y en a. Vous devez vous dire, j'y vais, mais j'y vais, finalement, pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai trouvé 5 champs d'action qui pourront me conduire, que ce soit dans toutes ces 3 fonctions-là. Nous avons le problème de la paix et de la sécurité. Un parlementaire qui ne sait pas qu'il va, mais en cas d'insécurité, en cas de manque de paix, qu'est-ce qu'il va faire? Mais je ne crois pas que vous prévoyez descendre dans la rue pour arrêter des bandits en tant que parlementaire. Parce qu'à un certain moment, on a vu cette confusion totale entre le travail de l'exécutif et le travail des parlementaires. Vous savez, des parlementaires qui vont arrêter des bandits. Essayez un peu de me suivre. Évidemment. C'est pas vraiment pour aller arrêter les bandits. Vous savez, aujourd'hui, l'insécurité, il y en a au niveau du pays. Mais à côté de cette insécurité, derrière l'insécurité, il y a l'impunité. Aujourd'hui, nous devons renforcer nos lois pour que
ces gens-là se foutèrent de bruit dans les différents milieux, au niveau du pays, même au niveau de notre province. Il faut qu'il y ait des lois qui les sanctionnent sévèrement. Il faut qu'on renforce. C'est vrai, il y a la loi, la loi, mais il faut essayer un peu de revoir. Pourquoi il y a l'impunité? Aujourd'hui, on attrape des gens qui sont à la base de l'insécurité au niveau de la ville de Bukavu, mais après la police vous dit non, il n'y a pas, personne ne s'est constitué en plaignant, et pourtant il existe les ministères publics. Vous avez arrêté quelqu'un qui a volé, vous le présentez peut-être avec tout ce qu'il a volé, mais après on vous dit qu'il porte sa charge. Parce que si notre population à un moment donné va éviter, et surtout avec les services judiciaires au niveau de notre pays, vous portez plaignant, il faut supporter, c'est pas des frais, ceci ou cela, et des fois les gens reculent, ils ne veulent pas vraiment se porter plaignant pour que... Donc ce que vous voulez proposer, c'est de rendre plus pratique. Plus pratique. On veut rendre plus pratique la loi. Donc l'accès à la loi, à la justice, ainsi de suite. Ça, je vais porter parce que vous savez, aujourd'hui, même les premières victimes de ce manque-là de justice équitable au niveau du pays, ce sont les jeunes, ce sont les femmes. Et ça, nous, on a dit, on va porter. Ça signifie, chaque fois qu'il y aura question là, insécurité, ainsi de suite, vous m'entendrez, question de paix, vous m'entendrez toujours mettre ma tête là. On va donner notre contribution pour que cela vraiment soit renforcé. Le deuxième axe qui devra vraiment nous intéresser beaucoup, ce sont la question de route. Vous savez, dans notre projet de la refondation du Congo, et tous les candidats présidents qui sont passés, ils ont reconnu la question du problème des routes au niveau du pays. Vous savez, les routes nationales, ça sera la priorité du gouvernement, mais aussi pour les parlementaires, ils devront vraiment mettre leur force, leur poids pour que les routes provinciales, les routes même secondaires trouvent aussi gain de cause. Vous savez, il existe les routes provinciales, mais dès lors que la province, par exemple, n'a pas de rétrocession, des fois la province ne peut rien faire. Mais aussi, il y a des provinces qui ont de l'argent, qui ont des possibilités, qui ont des moyens, mais qui se mettent à bouffer. Qu'est-ce qui vous dit que le gouverneur, bien que l'Assemblée provinciale existe, qu'est-ce qui vous dit que le gouverneur ne peut pas être interpellé par le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé de ceci ou de cela, on vous a fait la rétrocession, mais qu'est-ce que la rétrocession a fait? Ainsi de suite. Et nous allons nous mettre pour que même au niveau de la ville de Bukavu, les 20 quartiers soient reliés. Ça sera ça notre combat aussi. Nous allons porter ça pour que les routes de la ville de Bukavu, les 20 quartiers, soient reliés. Et là, en tout cas, les gens m'entendront sur cette question-là. Et je ne pourrai pas dormir. Le troisième axe que je suis en train de porter au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont ici comment on les appelle, des gens là mal considérés. Je vais me rappeler. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les services publics ne sont pas accessibles à certaines catégories de la population. Entre autres, les femmes et les jeunes, c'est ce que j'ai dit. Et maintenant, nous, invulnérables. Nous avons pensé qu'il faut la protection des services des couches marginalisées. Voilà, la protection des couches marginalisées par cet accès-là des services publics les plus comment on peut les appeler, les plus... Est-ce que c'est par rapport à la gouvernance? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'ils doivent être insérés pour être aussi des gestionnaires, ou c'est parce que simplement aussi... Non, je voudrais vous dire une chose. Ils doivent être... Je voudrais vous dire une chose. Je suis en train d'y aller. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes sont vraiment marginalisés, tout comme les femmes. À côté derrière ça, ce qui pouvait favoriser les jeunes, si l'État ne veut pas vraiment créer des emplois immédiatement, c'était de favoriser les services entrepreneuriaux des jeunes et des femmes. Vous savez, aujourd'hui, les femmes... Je suis arrivé quelque part au niveau de l'EDA PSP. Une maman va me dire que son capital, c'est 15 000 francs. Il y en a qui vivent avec 15 000. Oui, elle va au Rwanda pour chercher un bassin de tomates, elle les revend, et ainsi de suite. Et elle fait la vie. Et elle garde les enfants parce que les papas n'ont plus de boulot aujourd'hui. Nous avons pensé que ces services-là devraient, ces mamans-là devraient bénéficier de l'appui. Le gouvernement devrait créer un fonds qui encourage, qui bénéficie ces mamans-là ou ces jeunes-là pour que les mamans aient facilement accès à de l'argent
pour permettre de couvrir les différents besoins. Les jeunes, même, vous êtes entrepreneur, monsieur Honneur, mais je vais vous laissez-moi vous dire et choquer peut-être les interlocuteurs ou les gens qui nous suivent ici, les auditeurs, que chaque fois que vous ouvrez votre service, vous le mettez en place, c'est le même jour que 10 services de l'État vous viennent pour venir vous taxer. Et donc, moi je pense que, tel que les lois le disent au niveau du pays, il faut encore renforcer. Il est reconnu qu'on ne doit pas taxer un jeune entrepreneur qui est passé dans la voie normale avant une année. Avant une année, on lui donne 12 mois, il s'installe. Et d'ailleurs, l'État doit se dire, l'accompagner, les suivre, pour voir s'il est en train de bien évoluer. Et le moment venu, les subsides, il faut toujours, les subventions, il faut toujours donner, et ainsi de suite. Et donc, nous, on va s'y mettre pour que l'entrepreneuriat des jeunes ne soit plus vraiment un slogan. Il faut que l'entrepreneuriat des jeunes trouve vraiment gain de cause au niveau du pays. Ça, c'est notre troisième axe qui va vraiment nous encourager. Le quatrième axe, nous avons dit, nous devons faire en sorte que les services, les différents services publics, voilà, reviennent aux femmes, aux couches marginalisées. Et là, c'est la question des jeunes. Un jeune aujourd'hui ne peut pas avoir un crédit parce qu'il n'a pas une maison hypothéquée. Il ne peut pas avoir un crédit parce qu'il n'a pas ceci ou cela. Et pourtant, étant congolais, il y a possibilité de faciliter les jeunes à accéder à des services dans ce sens-là pour qu'ils s'épanouissent aussi, pour qu'ils fassent quelque chose. Et enfin, notre dernier axe, ça sera l'emploi. L'emploi réellement des jeunes. L'emploi diversifié, tout en tenant compte des potentialités locales. C'est vrai. Je ne suis pas quelqu'un qui refuse l'expertise extérieure, mais chez nous, ça dépasse. Nous sommes à Bukavu, nous avons des hôtels à Bukavu, mais cher honneur, et tout le monde qui est en train de nous suivre, passez là-bas, trouvez les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, tous, à 90%, ils viennent de l'extérieur du pays. On n'a pas refusé parce qu'on n'est pas raciste, on veut, mais pourquoi ne pas promouvoir la main-d'œuvre locale? Les jeunes, ils finissent, ils n'ont pas du boulot. Et quand vous les contactez, ils vous disent, non mais moi je peux travailler pour $50, mais personne ne me donne. Et quand je suis allé plus loin, les gens ont dit, les jeunes Congolais ne sont pas crédibles. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne sont pas crédibles? Comment vous avez fait pour voir leur crédibilité? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez employer quelqu'un, il faut connaître, il vient d'où? Il vient d'où? Il a quelle capacité, il a quels atouts? Et vous-même, comment vous organisez votre service? Comment vous organisez votre service? Et donc, nous avons dit, nous devons lutter. Nous devons faire en sorte, nous avons fait des études ici. Et nous avons des résultats que nous gardons et nous posons la question pourquoi vraiment les jeunes ils n'accèdent pas à ces emplois au niveau du pays et pourtant ça peut aider quand même quelque chose. Voilà ici l'occasion d'encourager certains messieurs de la ville de Bukavu qui se mettent à employer des jeunes, vraiment sans être politiciens. Moi je connais la société coopérative du Kivu avec mon vieux Maeshe Chibamvunya. Aujourd'hui, qui a récupéré certains jeunes de la voie du Congo et qui étaient devenus des ivrognes. C'est un peu de pub, Jean-Jacques. Bon, non, c'est pas de pub. On la laisse quand même passer. Je voudrais... Voilà un peu en grosso modo, ce que nous voulons porter. Et à côté de ça, honneur, laissez-moi vous dire une chose. Je voudrais étudier des faisabilités pour imposer à tous les parlementaires vraiment d'être des entrepreneurs chez eux. Parce qu'ils doivent éviter de consommer de l'argent inutilement. Les 21 000 aujourd'hui, c'est plus de 21 000. C'est de l'argent qui n'est pas reconnu officiellement. Ce n'est pas de l'argent qu'ils doivent toucher. C'est de l'argent qui se font pour, comme pot de vin, pour essayer un peu d'encourager ceci ou cela. Mais je voudrais étudier les paramètres qui puissent imposer à tous les parlementaires d'être des entrepreneurs dans leur milieu. Un parlementaire qui n'a pas au moins une petite entreprise qui engage 5 ou 10 jeunes. Vraiment, je suis en train d'étudier ces paramètres-là. L'idée m'est venue après et je me suis dit, bon, il faut qu'on y aille. Pourquoi ça? Je suis en train de me spécialiser en ligne à partir du Sénégal en gestion, en protection de l'environnement. Et nous sommes en train d'étudier les paramètres de valoriser les bouteilles plastiques ici parce qu'au Sénégal, les amis me disent que non, en tout cas là ça va et même au niveau du Cameroun, ça va bien, ce sont des bouteilles qui sont une fois valorisées, valorisées, sont des bouteilles qui vous donnent des pavés, qui vous donnent ceci ou cela. Et nous on est en train d'étudier ça. Et si moi je suis passé parlementaire, c'est un grand projet que je peux porter comme individu, comme entrepreneur. Et un projet, on se fait une usine comme j'ai déjà tous les contacts possibles.
C'est déjà question, on étudie les paramètres du gouvernement congolais passant par moi et le gouvernement sénégalais ou camerounais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je suis allé visiter un endroit du côté de Chiriri, du côté là de chez Manimane. On trouve qu'il y a des parcelles, il y a là où on peut vraiment construire une usine et vous contribuez à diminuer un peu le chomage. Voilà un peu. Papa Jean-Jacques, tunasikia unakuwa na mawazo mazuri kwa ajili ya nchi. Parce que c'est aussi ile itusaidie benye biko banatufata benye haba sema couramment kifaransa batusikie. Tunasikia na maideza mzuri juu ya nchi. Lakini est-ce que finalement haiko ile 21000 lazima na commentaire quand même sur notre page qui dit et c'est les 21 balles ça n'est pas tena hata voyager tu hata kwa nakumbuka hata tena kama alikuwa kana maidea za kudefendre nchi. Est-ce que habitaishia tu pale? Est-ce que évidemment ça ouais acteur politique unakuwa mu société civile on sait que leo politique kwa sanjo tuko penye kwa pesa kwa mago il faut utiliser vile mkiswahili ya kwetu. Est-ce que finalement haitakuwa tu Jean-Jacques anapita anapata ile 21000 yake na napotea parce qu'il y en a même qui sont allés banapita ba député barudia kama monani mu circonscription za banaisha tu kule Kinshasa bengine évidemment c'est comme si c'était juste la fin na binaisha pale. Comment vous allez évidemment aenjo tajua kuchanga ile fait ya kukua évidemment unapata zile ile pouvoir na tous les avantages na kurudia ku base. Est-ce que itakuwa facile dans les contextes yetu alors qu'on sait que beaucoup abarudiaki ku base? Asante sana. Bon. Est-ce que naota kwa ule parlementaire? Kitu kwanza nyinyi niko najifunza na nyinyi niambie watu nimeona kama vile kukua kufanya siasa inaonekana kama ni uwito. Hapana kujieproviser. Inaonekana ni uwito. Unasikia tu kitu kinakuya unasema bon je voudrais nifanye hiki akile haiko kwanza hii question ya pesa. Ya pesa parce que en fait pas mingi unaona wanaenda parce que pesa. Ndio unaona inafikia kwa kuwa makazi haziko ndani ya nchi yetu. Unajua kama mzingine mainchi mtu sawa vile député parlementaire halipiwe. Ukienda Chine ni service gratuit. Unakuwa na avantage tu budogo hivi lakini unajitolea. Ni kusema ulishatumika unapata pesa, mais sasa unasema tunaenda kusaidia nchi kwa jinsi nchi iweze kuendelea vizuri. Lakini mwinchi yetu inaonekana sawa vile inakuwa vraiment ndio kazi tu moya yenye inaexiste na pale ifo nisikilizishe wasikilizaji. C'est vrai ndakuwa napokea na wakati mimi napokea pesa inapaswa kufanya kazi fulani. Na kazi ya mzuri ni ile kuinvestir, kufanya makazi itasaidia bengine kufikia pale andeor ya wewe kutetea watu waweze kupata makazi na bingine. Na wakati unafanya ile kazi mzuri watu wapeke watatuevaluate. Ile kusema eske ukipata hiyo pesa hawezi kupotea, tunakuwa na uwito. Na ile uwito iko inatuomba tutumikie raia. Ni kazi tulianza zamani. Nilikuwa mwalimu sawa vile nilisema, nilitumika kwenye shirika la raia na watu hapa juzi nilikuwa kutaksi Nyawera mwa hii kampani. Mimi natoka nilikuwa natafuta kwa kutia maefiji kungambo ya place ya Nguba. Wakati naingia kutaksi kwa Mangaza nilifika Nyawera, ule shofere wakati nataka kumulipa alikatala nisimulipe, aliniambia nilimfungulishaka kuposte wakati ya COVID. Nikamwambia mimi sikujua. Aliniambia ndio mlikuyaka na David Chikuru na ile siku balikuwa wanatunyanyasa sana, tulikuwa na cash na lakini balituambale mu bengine. Ulinisemeaka wewe ningana kukumbuka, ulitelefonea mugari yangu nikakusikia. Ule mtu na nimwambia sasa mimi ninakuwa kandida leo, akaniambia tia mafoto kuko taxi kuna sunguruka yote mule ndani na yala foto zangu. Ni ule ndugu alitusikiliza, ana reconnaître binyi tulifanya. Alors ndio ile uitwe tunasema wakati tunapita deputy anatumika miezi 3 na miezi 3 anapumzika, anakuya kubazi yake kukia kutumika na mimi nitakuwa ninaifanya. Nataka kuambia wasikilizaji kama miaka 5 haiko mingi. Tupime na watu wengine nao tuwape miaka 5. Miaka 5 wenye waliimaliza leo wanakuwa kiona kama miezi 5. Paske waliwaza hawatarudiaka, walirudia na kia kusema unaona mtupatie tena bahati sasa hii mandai tu ya pili ndio tunatafanya kazi. Hapana. Sisi tunawaza kama ni vizuri kubadilisha. Acha nikumbushe wasikilizaji kama mu historia ya dunia nchi sawa vile Etats-Unis, nchi sawa vile Tanzania haikujua kama ingelikutanaka Franklin Etats-Unis, haikujua kama ingekutanaka Magufuli. Lakini ilitoka mambo ya kubadilisha pole. Na mimi kama nikienda, kama nikishikwa na muovu shetani, hata kama najua kama hata nipata,
miaka 5 si mingi, mnabadilisha, tunatia wengine, lakini sisi tuna matumaini na tunajua ya kwamba tunaenda kusaidia wananchi, tunaenda kutetea wakongomani wenzetu kwa gisi waweze nao kubadilisha kidogo maisha, kwa kuwa leo hii haitikio tena kuishi kama hivi tunavyoishi, na sisi tutajikaza. C'est vrai, hapa sasa sitasema kama ndapana kazi parce que siwezi kupana kazi ya député haiko kupana kazi, lakini nataka kama kuaméliorer ma condition zenye kazi inaweza fanyika, inaweza voilà, lakini c'est important que kazi ikuwe créée par les institutions. Tutajikaza a partir ya ile entrepreneuria yenye tunafanya na kuwa kwenye samaki kulaki Kivu. Ile nilisabu kuisema, niko incubé na ITA, tunafanya kazi na hii ingine kazi yetu tunajispecialize, tunaendelea kusoma na waza kama c'est possible tunaweza kufanya ile, tunatia izine ikikia embaucher 100 jeunes na sisi tutakuwa tunacontribuer. Alors kama kila parlementaire anaweza kamata initiative, kama leta inapata ile ma difficulté ya kupatia vijana makazi, kama kila parlementaire anaweza kupata initiative ya kufaire embaucher ne fût que 10 personnes mkazi yake fulani, kama ni restaurant yake, kama ni hotel yake, mais à embaucher les jeunes localement, inaweza kuwa kitu kia mzuri. 500 parlementaires fois 10 jeunes, imaginez-vous, vous allez aider combien de jeunes et ça va diminuer progressivement. Na ile itakuwa kitu kia muhimu, tutagombanisha kwa gisi serikali ifanye makazi. Fanye makazi. Kuko kazi mingi za leta, institution mingi za leta zenye wamekuwa hivi kwa gisi watu wakose makazi. Tukiangalia sikreri ya Kiliba pale Uvira, ilikuwa institution ilikuwa na regorge batu mingi. Tukiangalia simanteri ya Katana, tukiangalia letri ya Bushi, na zingine makazi ziko za mingi bameua bitu. Unajua kama Pajeco ilikuwa nini institution ya leta? Pajeco ni institution ya leta. Lakini leo wameuzisha hiyo mafasi. C'est possible encore avec président wa mpya kusema tu investir bupya mwa ile mabitu na watu ba vijana wa mama na hata wa baba sote makazi zitapatikana, et c'est possible kuporter ile na njoo tunakuwa tukitetea. Jean-Jacques, uko numero tena niko numero 244 ine na ku présidence tunamsoutenir président Moïse Katumbi, iko numero 3 parce que tumeona kama avec expérience anaweza tena kusaidia na wakongomani watasikia vizuri. Dans quelques minutes, nous allons recevoir sur ce plateau Maître Patient Bachombe. Il est aussi candidat député national dans la circonscription électorale de Bukavu, donc dans la province du Sud Kivu. En attendant, Jean-Jacques, on a peine de conclure, on est en train de vouloir conclure. Dans le contexte Yenyetou Konaishi, est-ce que c'est difficile aujourd'hui en tant que jeune de battre la campagne là où il n'y a pas de moyens? Est-ce que l'expérience elle-même n'est pas inquiétante pour d'autres jeunes? C'est vraiment très compliqué ça. C'est une question vraiment très pertinente. Et là, il faut qu'on dise à la population. La grande difficulté, ce n'est même pas les transports. Mais la grande difficulté, c'est la paupérisation dans laquelle on a plongé le peuple congolais. Le peuple congolais aujourd'hui, il est, comment on l'appelle, il est clochardisé, il est abandonné à son triste sort, de façon que candidat, quand il est en train de venir, quand il se présente devant les gens, on lui dit, Baba, Outouachi a 500 francs. Moi, je ne travaille pas. J'ai expliqué aux gens la lutte que je mène depuis quand je la mène. J'ai une famille. Peut-être que j'ai du mal à nourrir. Je sais un peu déforcer. Et aujourd'hui, je viens devant les gens, on me dit, utusaidie hata na kitu na kidogo hata 500 francs hata 1000 francs quelque chose de moi. C'est un problème. Voilà. Il est un problème ya kabambi yenye tunakutana mahali popote. Uache ta transport. Déjà il y a des comités dans les quartiers qui s'organisent pour recevoir des candidats. Les candidats. Comment vous faites vous en temps vous n'êtes pas c'est vraiment difficile, mais nous sommes quand même en train d'expliquer aux gens, surtout les gens, parce que nous vivons avec la population ici localement. La population est en train de nous croire. Et nous le sommes en train de leur dire, les gens vont venir, ils vont vous donner de l'argent. C'est notre argent, ils ont bouffé ça. Ils nous ont trompés qu'ils vont travailler pour nous. Ils n'ont pas travaillé pour nous. Et ils ont amassé tout cet argent. Ils nous ont plongé dans ce qu'on appelle l'inanition. Et même, ils se sont appropriés les moyens de l'État pour qu'à la dernière minute, quand ils vous viennent, na 1000 francs, na 2000 francs, ça c'est ma wenjo baba, wenjo mam. Prenez cet argent, bouffez, et n'oubliez pas les gens là avec qui vous êtes. Essayez avec les nouvelles figures
les nouvelles personnes et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, parmi les difficultés, il y a cette difficulté et elle est la grande parce que je peux forcer, trouver 10 000 francs de transport, j'arrive à Bagira. Je vais réunir les gens, ainsi de suite, on va parler. C'est là que j'ai encouragé l'initiative de la société civile. En effet. J'ai vu la société civile au niveau de Nyalukemba. Vous donne quand même, qui donne aux candidats la Oui, parole. on regroupe les gens, on appelle les gens pour que les gens viennent parler. Et une fois devant les candidats, vous exprimez et ça passe bien. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et moi, je suis en train d'encourager cette démarche-là. Je continue vraiment à dire que c'est vraiment possible à l'ère où il est maintenant de changer. Et donc, leurs difficultés qu'elles sont en train de rencontrer, nous-mêmes, bon, par le fait qu'on n'a pas vraiment tous les moyens, c'est ces déplacements-là. Nous avons fait chanter, nous avons mis un chant de campagne en place, mais vous trouvez, pour qu'on l'entende un peu partout, c'est vrai, il faut louer un véhicule, ça s'est fait même en Europe. Là, vous le dérangez quand même. Il Non, faut mais, le reconnaître que non, mais, ça fait beaucoup de bruit parfois. dès lors que c'est autorisé, il va falloir qu'on régule quand même les heures de circulation de ces engins. Cher honneur. Finalement, en effet, peut-être c'est ça ce qu'il faut dire, oui, réguler les heures de circulation. Parce que finalement, si à 22h30, 23h, ça chante dans les quartiers, à un certain moment... Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je salue déjà en passant à mon aîné patient Bachombe, maître patient. C'est vrai, il faut réguler, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Et ce sont là les imperfections qu'il y a dans la loi électorale. Il faut réguler tous ces éléments-là. Peut-être dire aux gens, il ne faut pas vous rencontrer à deux candidats, peut-être dans un même endroit. Nous l'avons vu à l'EDAP, ISP récemment. Quelqu'un vient, un autre vient avec son véhicule, un autre vient avec son véhicule, un autre vient avec son véhicule, 4 véhicules devant un hôpital où on opère des gens. Et c'est un problème. Déjà dans nos quartiers, il y en a qui sont malades. Oui, qui ont ça c'est un problème. Voilà. Il faut peut-être réguler cette question. Oui, il faut réguler cette question. Et voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous voulons y aller. Nous voulons y aller pour aller vraiment demander que les choses changent. Qu'on essaie un peu de voir les imperfections là où il y en a et qu'on augmente, qu'on fasse quelque chose de plus. Voilà un peu. Une petite question avant de finir avec vous, parce que je vais prendre Maître Patient Bachombe, c'est important aujourd'hui pour son temps. Vous avez eu votre temps, en tout cas, Jean-Jacques. Et la question, parce qu'il y a très peu de propositions sur les questions de l'environnement, sur les questions des droits des peuples autochtones, mais d'autres catégories de personnes, des minorités et consorts. Qu'est-ce que vous avez concrètement en faveur de... Voilà. Je vous informe d'abord que mon parti en vol a aligné. Si vous allez sur l'axe, par exemple, Walungu, vous voyez que tout le monde a coupé les routes. Je vais couper les arbres. Vous allez voir que la question, par exemple, d'exploitation du bois dans nos forêts, le bois est amené n'importe comment. Nos forêts sont détruites. On continue à utiliser les makala comme si rien n'était. Il n'y a pas de politique, évidemment, qui permet de ne pas totalement dépendre sur ça et de protéger notre petit écosystème, notamment notre environnement, les lacs qui vous polluent. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que député national, vous avez... Parce que c'est important que vous reveniez sur... Mais directement, vous revenez dans tout ce que j'étais en train de dire. Oui. Moi, je suis en train de me spécialiser en gestion en protection de l'environnement à partir du Sénégal. C'est pas vraiment me vanter ici. Je suis en train de le faire parce que aussi je suis environnementaliste. Donc ces questions-là ne pourront pas m'échapper. Laissez-moi vous dire que si je mets en place mon projet en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, mon projet visant à valoriser les bouteilles plastiques dans cette ville de Bukavu, moi comme entrepreneur, pas comme parlementaire, imaginez-vous combien j'aurais contribué à la protection de l'écosystème lacustre ici chez nous au niveau de Bukavu. Je vais vous rappeler que je vous ai dit que je travaille à la CDJP comme superviseur de projet et on a été formé beaucoup plus dans la protection de l'environnement. On a été formé dans la résolution pacifique des conflits et nous y étions avec les pygmées, les peuples autochtones à Kalehe, à Kabare. Je vous informe qu'avec ça, j'ai fait des contacts et un pygmée a postulé chez nous à la députation provinciale parce que voulait porter la lutte ça, c'est quand même déjà bien, on aimerait le rencontrer, l'appeler sur ce plateau. Oui. Ça va être très important de l'écouter. Je vais l'appeler prochainement. Ça, c'est très important pour donc, nous. on l'a aligné pour que une fois élu, qu'il porte vraiment cette lutte, la démarche visant à reconnaître ou à remettre le peuple autochtone dans ses droits, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on peut quand même concilier conservation de la nature et protection des peuples pygmées. Je crois que ce n'est pas autant... toutes ces questions-là, nous allons les porter. Je ne peux pas me spécialiser en une matière et que cette matière-là m'échappe le moment venu. Donc, ce sont
sont des questions que je veux porter. Aujourd'hui, notre écosystème forestier, il est menacé et nous ne devons pas vraiment rester comme si on ne voit rien. Nous devons encourager, c'est ce que je suis en train de vous dire, nous devons encourager toutes ces pratiques-là qui visent à protéger l'écosystème forestier, l'écosystème laquiste, tous les écosystèmes-là qui donnent de l'environnement à l'homme, qui nourrissent. Parce que finalement, on va tous crever ici, excusez-moi. Effectivement. Avec les arbres qui sont coupés, partout. Bukavu l'a fait. C'est très grave. Oui. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'éboulements dans cette ville, parce que bien, l'homme a tout simplement détruit l'environnement, ben, est-ce que vous ne risquez pas de vous faire très mal entendre, de vous faire très mal comprendre? Parce que finalement, on a l'impression que beaucoup de députés ne veulent pas avoir des problèmes en proposant des solutions parfois radicales. et ça c'est très compliqué. Ça, c'est un problème. Et un manque d'engagement aussi dans ce qu'on a de faire. Vous vous engagez, c'est une fois pour toutes. Vous décidez d'y aller, vous avez d'ailleurs des immunités. Moi, j'ai vu un certain Magoufouli qui a dit, il est prêt, il est mort, on sait aujourd'hui. Il est mort parce qu'il n'a pas baissé. Il n'a pas baissé. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de la mort, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un pouvait savoir qu'il va mourir, il pouvait fuir. Il pouvait fuir la mort, mais personne ne sait quand il meurt et comment il meurt. C'est pourquoi nous, on est en train de dire il faut lutter, il faut faire les démarches sans avoir peur de cette mort-là. Et partout où on devra vraiment apporter notre contribution, nous le ferons. Je suis spécialiste en question de protection de l'environnement. Je ne laisserai pas passer inaperçu cette question. On comprend que vous serez quand même un député aussi qui portait la voix de cet environnement. L'environnement, évidemment, à partir duquel nous avons peut-être aussi tout. Parce qu'il faut que les auditeurs, ceux qui nous suivent aussi en direct, les sachent, on ne peut pas continuer à détruire l'environnement et espérer avoir une vie normale. Une longue vie. Dans cette province. Parce que finalement, très sincèrement, et c'est ça ce qui nous manque, je pense qu'il y a des politiques publiques qui n'existent presque pas. Ceux qui viennent ici chez nous, ils viennent. Vous allez voir qu'ici, on ne peut pas avoir un petit parc où on va amener les enfants jouer dans cette ville. On n'en a pas. On ne peut pas avoir des lieux publics où il y a encore des arbres. Des espaces jaunes, il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Et on a l'impression, évidemment, que tout le monde préfère avoir des très belles maisons sans un environnement sain et propice à l'émergence ou à la croissance normale, saine des habitants. Je suis convaincu qu'avec vous, les médias, nous allons remédier à tous ces problèmes-là, parce que d'une part, vous sensibilisez, de l'autre part, déjà parlementaire, au moment venu, nous allons appuyer sur l'accélérateur, qui est vraiment des lois importantes dans ce sens-là, qui est vraiment de l'action de l'État pour que les choses ne changent. Et merci. C'est pourquoi, évidemment, ici, on ne parle pas de ce qu'on appelle ici, dans la ville de Bukavu, des actions concrètes. Nous, en tant que médias, on doit évidemment savoir montrer aux habitants qu'un parlementaire ne sert pas à construire des ponts. Non. Un parlementaire ne sert pas à vous construire des stades. Un parlementaire ne sert pas à vous construire des marchés. Un parlementaire ne sert pas à vous construire des petites choses. Un parlementaire, c'est celui qui parle pour votre cause, qui influence l'action du gouvernement, qui change votre vie, évidemment, en mettant de la pression. Et si les médias ne le disent pas, c'est malhonnête. Et il faut parvenir, effectivement, à les faire. C'est pourquoi, évidemment, nous sommes sur les actions que vous devez apporter à l'Assemblée nationale et non des actions que vous dites ici, les actions à impact visible, parce que finalement, on va tout convaincre, on va tout confondre. Finalement, ces parlementaires vont, ils vont rechercher plus d'argent pour venir vous faire ces petites actions de charme sur le terrain et ça ne va pas arriver. Alors Jean-Jacques Bagabo, accent qui est mon studio à la Prunelle FM, accent aussi parce que en tant que jeune, vous avez de l'ambition. Alors, vous avez un mot de la fin? En tout cas, c'est vraiment vous remercier pour l'invitation. Nous nous sommes exprimés, nous pensons que la population nous a écoutés et c'est un appel que j'ai fait. Un appel vraiment, continuer à rappeler à la population qu'il ne faut pas vendre la conscience. Il faut aujourd'hui vraiment accepter d'être les faiseurs de sa destinée, qu'on soit vraiment à la base de sa destinée, parce qu'aujourd'hui, si on le fait encore très mal, on risque encore 5 ans de souffrance. Et donc, que chacun reste aux aguets. Nous sommes là, on s'est engagé et nous sommes décidés à porter la voix des sans-voix. Merci Jean-Jacques Bagabo. Mesdames, Messieurs, la deuxième partie de cette émission, nous allons nous tourner vers notre invité. C'est Maître Patient Bachombe. Il a été ici présent de la Société civile du Sud Kivu. Il faut le dire, de la prestigieuse Société civile du Sud Kivu. Ancien président du cadre de concertation nationale de la Société civile en République démocratique du Congo.
Eh bien, il a été aussi à la tête du cadre provincial de plaidoyer, je pense que c'est comme ça que vous l'appeliez. Patient Bachombe a décidé, évidemment, de s'engager désormais en politique. Maître Patient, bonjour, bienvenue. Merci, honneur. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Je suis content, encore une fois, d'être invité dans ces beaux studios de la Prinel. Nous sommes de ceux qui ont vu comment la Prinel est née. Et avec un travail acharné, vous êtes arrivé à ce niveau. Et je crois que le meilleur reste à venir. Oui, on l'espère. Patient Bachombe, j'ai dirigé le cadre de concertation provinciale de la société civile. J'ai dirigé le bureau de coordination de la société civile Sud Kivu, le cadre de plaidoyer pour la cohésion sociale au Sud Kivu. Et le travail que nous avons réalisé a été apprécié à travers la République démocratique du Congo. Nous avons été élus comme coordonnateur national de toute la société civile à travers la République démocratique du Congo. Nous avons fini notre mandat et désormais nous nous sommes engagés dans un nouveau combat, un combat contre le système de prédation, le système de gouvernance de prédation qui a élu domicile dans notre pays. En swahili facile, ça veut dire bwizi yenye inaingia mwinchi. Tunakuya kupigana sababu mu 2016, 2017, 18 tulipigana juu alternance, tulipata lakini ça nous a servi pratiquement presque à rien. Tunakutana kama le vrai problème, c'est le système qui a pris en otage le peuple congolais, c'est-à-dire il y a une infime partie de la population, une petite partie des dirigeants qui prennent toute la population en otage et toutes les ressources, qui s'accaparent de toutes les ressources et ils laissent la population dans la misère. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons entamé un nouveau combat. En 2018, nous nous sommes battus pour l'alternance. Aujourd'hui, le combat dans lequel nous devons nous engager, c'est le combat contre le système de prédation. Njo bwizi, kupiganisha bwizi. Kila siku tunasikia tous les jours, on vole des millions, c'est ça le nouveau combat. Et c'est la raison pour laquelle Patient Bachombe, cette fois-ci, s'est engagé en politique. Je ne suis pas politicien, mais pour la première fois, je m'engage en politique. Je m'engage. Il n'y a pas que moi, la société civile, les acteurs de la société civile, les mouvements citoyens qui ont compris le sens de ce combat et qui se sont engagés. Alors, merci Patient Bachombe. Vous dites, vous reconnaissez évidemment que la situation en République démocratique du Congo est critique. Tout le monde le reconnaît. Mais sur quel levier il faut appuyer aujourd'hui pour pouvoir changer? Parce qu'on sait que tout le monde reconnaît la situation, tout le monde voit que c'est compliqué, mais personne finalement n'est capable de nous dire où est-ce que ça soigne. Sur quel levier appuyer pour changer complètement la situation? Avant de commencer à parler évidemment de ce que vous allez porter à l'Assemblée nationale. Vous avez posé 3 questions au même moment. Évidemment. Personne. En plus, vous dites où ça soigne et vous dites encore que faire. En effet. Ce sont les 3 questions que moi je retiens, que vous posez dans une même phrase. Ouais. Non, je dis qu'aujourd'hui, il nous faut des acteurs alternatifs. C'est-à-dire des acteurs qui croient au changement et qui ont des capacités, qui ont démontré leurs capacités, des acteurs nouveaux qui ont de l'énergie et la compétence et la capacité d'affronter un système. Ce n'est pas un individu. Nous ne voulons pas affronter un seul individu, nous voulons affronter le système. Et j'insiste. Parce qu'évidemment, en 2016, je pense qu'on a commis une erreur de combattre un individu au lieu de combattre tout un système. Parce que ça nous donnerait peut-être même une grande assemblée nationale, une très grande assemblée provinciale. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire et j'insiste que nous voulons nous battre contre le système. En 2018, nous nous sommes battus pour avoir l'alternance. Mais l'alternance était au niveau national, comme à la présidence de la République. Nous l'avons obtenu. Mais dites-moi, ça nous a servi à quoi? Parce que ceux qui sont arrivés ont volé peut-être 20 fois plus que l'époque de Kabila. Donc aujourd'hui, ce sont plus de millions, de millions, de millions, de milliards qui sont volés dans le pays. Vous entendez l'argent qui devrait être destiné à la construction des routes qui est volé. Et alors que aujourd'hui, si vous allez sur la route de Boulambika vers Rombo, mais la nourriture est en train de pourrir là-bas. Ça ne peut pas arriver ici, seulement parce qu'on a volé l'argent.
on a volé l'argent. Vous voyez, par exemple, la route qui va vers Chabunda, mais les Mizuzu sont en train de pourrir là-bas. Et à Bukavu, les gens sont en train de pleurer. Par manque de farine, le système de vol s'est accentué. C'est pourquoi nous disons que nous avons besoin des acteurs alternatifs. Je ne parle pas de l'opposition. Moi, je dis tout simplement, parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver à l'opposition le matin. Le soir, s'ils trouvent leur cause, leurs intérêts, ils changent de camp. Et demain matin, si on les complique, ils reviennent à l'opposition. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle des acteurs alternatifs. Et nous sommes des acteurs alternatifs. Il n'y a pas que moi. Je suis avec d'autres acteurs issus de la société civile, notamment des gens comme Jean-Jacques, que je viens de découvrir d'ailleurs ici, ça fait longtemps. C'est à votre époque que j'étais président. Il a été président de la société civile. Il a oublié. Voilà, il les connaît. J'ai dit que je viens de les revoir encore. Voilà, donc, je pense qu'on a besoin de ces acteurs. Alors, le deuxième élément de votre question, c'est que faire. Que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? Il faut que ça cesse. Que ça cesse, ça veut dire il faut stopper l'hémorragie. Stopper l'hémorragie, c'est-à-dire il faut que l'on revienne sur, n'est-ce pas, les fondamentaux. Et les fondamentaux pour nous, c'est de mettre l'État sur les pistes. Et remettre l'État sur les pistes suppose, il faut mettre fin à comment je vais appeler ça, cette approche de caporalisation, voilà, de caporalisation de la démocratie de notre pays. C'est-à-dire quoi? Il faut casser ces approches d'autorité morale. Ça, c'est la première chose. Il faut casser l'approche d'autorité morale, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent à la place des autres et qui volent et pillent l'argent pour ensuite aller le redistribuer et se maintenir pour pouvoir pérenniser le système que nous voulons combattre. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous devons nous organiser comme des citoyens sans avoir des autorités morales. Donc il faut que les gens qui vont dans l'Assemblée nationale, des députés qui vont là-bas, qui ne subissent pas les dictats. Il faut qu'ils soient libres d'esprit, sans que leurs autorités morales ne leur dictent qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire quoi? Si un député comme Passia Bachombe se retrouve dans l'Assemblée nationale, il aura la facilité, le courage que vous connaissez pour demander que le salaire du chef de l'État quitte 600 000 $ et revienne à 20 000 ou à 10 000 $. Passia Bachombe va exiger que le salaire ou les émoluments des députés nationaux quittent 21 000 $ pour revenir à 4 000 ou à 5 000 $. On peut vivre avec 5 000 $. Voilà des choses que nous devons exiger. Parce que ce n'est pas normal que le chef de l'État touche plus de 600 000 $ alors qu'un policier n'a pas 100 $. Alors qu'un militaire n'a pas son garde du corps. Un enseignant n'a pas 150 $. Ce n'est pas normal. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits, fournis par les pouvoirs publics pour pouvoir améliorer. Les efforts sont tellement moindres que franchement, la tension sociale, n'est-ce pas, est énorme. Énorme, et je peux vous assurer, ça n'existe pas. Regardez de 600 000 à 100 $, c'est énorme. C'est plus de 6 chiffres. Ça n'existe pas. Dans aucun pays du monde, ça n'existe pas. Il faut que les salaires corruption, vous comprenez, je parle de salaire corruption. C'est-à-dire, vous arrivez à un endroit, on vous donne un salaire, vous-même vous dites, je suis prêt à tuer pour protéger celui qui m'a mis ici. Vous oubliez tout. Vous devenez ministre, il y a des ministres qui touchent 300 000 $. Mais quel est le jour où ils donneront conseil au président de la République? Aucun. Vous voyez? Donc il faut, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit qu'il faut revenir sur ces tarifs, cette grille
n'est-ce pas, des payes de tous les agents et toute l'administration et même des politiques, des fonctions politiques. Il faut éviter, n'est-ce pas, les ruptures de cohésion sociale à travers le pays. Il y a une injustice sociale dans le pays qu'il faut combattre. Et si on y arrive, si on applique la justice, je peux vous assurer qu'on peut remettre ce pays sur les rails. Et vous savez, et c'est ça, ça me tourmente, ça me fait très mal. J'arrive, par exemple, avant-hier, j'arrive au marché Kamagema. Je trouve des taxataires qui sont en train de percevoir l'argent sans quittance. Et ça fait plus de 3 ans que ça se fait. Sans quittance. Je me pose la question, est-ce que ça existait des choses, une folie comme ça peut exister à travers ce pays? Et j'ai compris que nous sommes dans une dérive. Je demande aux mamans, ne payez aucun rond si ce monsieur ne vous présente pas de quittance. Le monsieur contourne et je dis, monsieur, je ne quitte pas. Même jusqu'à 20h, je serai ici. J'ai attendu hier jusqu'à 20h. Ce monsieur est arrivé avec des policiers, avec, je ne sais pas, des agents de sécurité. J'ai dit, vous savez, vous ne me connaissez pas. Moi, je me suis battu pour que... Nous étions d'ailleurs avec vous, monsieur Honor Safari. En 2017, je peux me rappeler, lorsque un général ici à Bukavu a vendu le marché de Kamagema, nous sommes descendus là-bas avec vous, les journalistes, notamment à la Prinel, notamment vous, monsieur Honor Safari. Nous avons renversé toutes ces constructions-là. Nous avons bousculé au niveau du gouvernorat ici et même nous sommes allés pour affronter le général et on a laissé ce marché. Si ce marché existe aujourd'hui, nous nous sommes battus. Et j'ai dit à ces policiers, vous ne me connaissez pas, moi je n'ai pas peur de vous. J'ai aimé ce que Jean-Jacques a dit ici. Il dit non, ce n'est pas question d'avoir peur de la mort. Nous sommes des serviteurs du peuple, nous sommes donnés déjà. Donc tout peut arriver, nos familles savent que tout peut nous arriver parce que nous nous sommes déjà livrés pour servir la nation. Et c'est ça notre rôle. Alors, maître patient... Je vais terminer là en disant, ce monsieur est revenu avec des quittances qui n'ont pas de numéro, qui n'ont pas de timbre, qui n'ont pas de date et qui n'ont rien. Il est parti les imprimer, je ne sais où, pendant ce temps que j'étais là, et puis il est venu, il a commencé à les distribuer. J'ai ces quittances. Donc c'est vraiment un pillage systématique. Le pays saigne, la population est en train de saigner, mais tout cet argent va dans la poche des gens. Il faut rappeler évidemment. Au niveau provincial, au niveau national, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faut dire parfois évidemment qu'il y a des très petites choses qu'on fait dans cette. Il y a des très petites choses qui sont faites dans ces pays et qu'on néglige. Pourtant, c'est des choses qui démontrent évidemment que c'est une société malade. Vous payez un passeport censé être à $99, vous déboursez 200, vous n'avez pratiquement pas parfois des quittances. Donc vous attendez quand même. Parfois vous allez sur le port, vous voulez voyager, vous vous donnez 500 francs, 1000 francs dans des conditions parfois sans quittance, vous ne savez même pas pourquoi. Je vous dis, honnête. Donc des petites choses, parfois vous payez un document dans un service public, on vous dit eh bien ok, on gagne à 3000 francs. Et ben, parfois vous pensez que ce sont c'est banal. C'est banal, mais c'est des choses qui renforcent évidemment cette corruption. Sur ce plan, la corruption notamment, quelles sont les recettes miracles? D'abord, je parle de ces réformes. En effet. Je propose une réforme fiscale au pays. Nous allons impulser la réforme fiscale. C'est-à-dire, il nous faut urgemment que nous puissions organiser, n'est-ce pas, cette réforme. Parce qu'il faut aider. Vous savez, il y a peu d'entreprises. Et ces entreprises sont en train de subir une pression fiscale, évidemment. Fiscale, de sorte qu'elles ne tiennent pas. Conséquence, elles cèdent et puis elles abandonnent. Et dans l'entretemps, il y a toute cette invasion avec l'East African Community et des autres sociétés qui arrivent ici. Donc les Congolais sont dépossédés et finalement les Congolais vont payer même d'autres taxes dehors. Parce que c'est le Rwanda qui bénéficie des taxes congolaises. La TVA, on la paye où? On la paye plus au Congo. La TVA est payée au Rwanda. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous allons acheter l'eau au Rwanda, on paie la taxe où? C'est à l'acheter chez les vendeurs. Quand on va acheter des choses qui ont été, n'est-ce pas, déposées au Rwanda en venant par de Dubaï ou de la Chine,
Mais parce qu'évidemment, les commerçants préfèrent payer à côté à cause du taux. Comment maintenant l'État congolais va bénéficier de cette TVA? C'est impossible. C'est le Rwanda. Donc on laisse. Il faut absolument que nous puissions travailler pour remettre quand même de l'ordre dans la taxation, dans la manière de taxer et même d'imposer, n'est-ce pas, nos compatriotes. Vous venez de poser la question sur comment faire pour lutter contre la corruption. La corruption notamment. Est-ce qu'il y a des petites recettes magiques? Il y a des recettes. Elles ne sont pas magiques. La première chose, c'est la fermeté du chef de l'État. Il nous a manqué une fermeté. C'est-à-dire, le chef de l'État doit taper la main sur la table pour demander à la justice, parce que lui, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y a ses potes, ses amis qui se sont retrouvés dans la malversation, qui ont détourné, et quelques mois, quelques années, on les revoit encore sur la scène politique. Ils ont recouvré leur poste, ils ont été promis, mais ça c'est une contradiction. Et c'est ce qui fait, parce qu'il faut prêcher par la pédagogie. Ce qui nous manque, c'est la pédagogie. En effet. Lorsque on vous voit, et puis quand vous lisez la loi, quand vous lisez la loi pénale, le code pénal, voyez les sanctions que le législateur a prévues contre les détourneurs, contre les corrupteurs. On parle même qu'il faut, il faut des saisies. Vous n'avez jamais entendu qu'on a saisi les biens on n'a jamais entendu ça. Jamais. Ces gens-là, ils vont en prison, ils profitent, ils jouissent en prison, ils ont des millions. D'ailleurs, ils mènent une vie orgiaque en prison. Ils terminent et puis ils corrompent, on les fait sortir de la prison. Et puis ils vont en Europe, ils circulent le monde. Et puis le peuple a perdu. Qui est le propriétaire de ce pays? C'est moi le propriétaire de ce pays. C'est toi le propriétaire de ce pays. C'est nous qui devons exiger que la justice s'applique. Il faut là, vraiment, j'insiste, il faut une rigueur. Parce qu'il n'y a pas de fausses troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Il n'y a que des mauvais chefs. Vous êtes numéro 121, vous êtes numéro 121, coup de députation nationale à Bukavu. Et parce que, bien, venons essayer de mélanger, parce qu'on essaie de mettre Swahili et français, parce que nous avons besoin d'être entendus un peu plus loin avec toute cette communauté du Bukavu, de la province qui nous suit. Eh bien, tu as dit quand même, si batu ya mingi ata ba commerçant le qu'on a kimbia kufanya commerce wanaingia msiasa ni 21 000 balles quand même, mais avec beaucoup d'avantages. Bon, parce que est-ce qu'il y a une dû à les mago aussi? Parce qu'il faut pas de mago. Est-ce que c'est cette envie de changer les choses qui vous anime? On a tout. Nami ne dit pas te kwanza. Après, est-ce qu'on ne risque pas de voir un patient qui part et qui ne revient plus finalement? Parce qu'il y en a des députés qui sont partis. À Mwenga, on m'a donné des exemples concrets, à Bukavu également, qui reviennent rarement. Peut-être à Bukavu, il y a un petit changement cette année, il y a eu qui revenaient quand même. Dans d'autres territoires, il y en a qui sont partis qui ne reviennent pas. Alors, est-ce que ce n'est pas le même cas? Est-ce que le patient n'est pas juste intéressé à aller à Kinshasa? Kisha après, bon, c'est mon ami, il 21 000 ans, ça il a fait 3 ans, il a 3 ans. Donc, il y a déjà quelques escaliers, quelques ponts, quelque chose. Il y a ma affiche, ma panneau. Parfois, les panneaux sont d'affichage un peu plus cher que des ouvrages. Est-ce que si tu as dit pour que nous puissions, est-ce qu'il y a quoi le même rythme? Honneur. La motivation d'abord. Et puis, voilà. Asante. Nico Napita a venu par avenir à Bukavu. Moi, je n'ai pas fait. Vous savez, les élections, c'est une stratégie. Ce n'est pas les affiches. Ce n'est pas les bruits, c'est la stratégie. Moi, j'ai une petite expérience dans les questions des élections. Pour avoir été rapporteur adjoint de la société civile, pour avoir été président de la société civile, pour avoir été président national de la société civile, j'en connais quelque chose. Nico Napita m'a venu par avenir pour faire une campagne. Et je pense que vous êtes en train de suivre, et c'est extraordinaire. Et je dis merci, je salue toute mon équipe qui fait un travail gigantesque. Partout où je passe, maître Pasia tunakujua gisu unatetea karaia. Eske hautafanya vile wengine wanafanya? Unaenda Kinshasa, unabakia kule miaka 5, kisha unakia rudi, hautafanyaka vile. Eske hauta tu décevoir? Vous savez, batu biko déçu sana hapa. Non. Mie sitafanya vile. D'abord, pourquoi nilijiengagé? Mie Pasia Bashombe Matabishi nilijiengagé
parce que nilitumika miaka 7 hapa Bukavu na kazi yenyewe nilifanya ilionekana. Nikatumika miaka ingine 3 Kinshasa. Ukichanga ile miaka inafanya miaka 10. Toutes ces années j'ai travaillé bénévolement. Je n'ai jamais été payé un seul mot. Et je peux vous assurer, quand j'ai observé, je participe dans beaucoup de plaidoyers au niveau national. Je participe même dans les réunions des groupes de travail thématiques où nous sommes avec les experts du gouvernement, les experts des PTF, donc les partenaires techniques et financiers, et nous de la société civile. L'expertise que j'ai développée, je peux vous assurer que beaucoup qui sont au gouvernement n'en ont pas. Et nous avons été les mieux cotés, nous de la société civile. Et je peux vous dire, à un moment donné, je trouve des ministres qui me posent des questions, mais où est-ce que tu as appris tout ça? J'ai compris que dans ce pays, on va ramasser des gens sous les arbres là-bas, soit à la 10e rue à Limité, on va ramasser des gens et on les fait ministres. Vous comprenez? Et moi j'ai compris que non, nous avons des compétences qui peuvent aider ce peuple. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Quand j'ai regardé le niveau où nous sommes tombés, quand j'ai regardé le niveau de la dérive, je me suis dit non, Ibouizi, Inapita, je m'engage aujourd'hui. Et je ne suis pas allé pour 21 000 $. La preuve, la première chose contre laquelle nous allons nous battre, ce sont les émoluments des députés nationaux. À Pana 21 000 $. Avec 4 000, 5 000, un député peut bien vivre. Moi, j'ai travaillé pendant toutes ces années, 10 ans. Je n'étais pas payé, mais j'ai servi le peuple. J'avais un mandat social. J'ai fait beaucoup. Donc la preuve que le travail n'est pas dans les émoluments, le travail n'est pas dans les salaires exorbitants. Donc effectivement, et d'ailleurs, quand vous regardez sous d'autres cieux, les députés sont payés sur base de leur production. Sur base de leur production. Mais combien de députés ont produit quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Non. Moi, je me bats contre ce système. Et je pense qu'il y a des salaires corruption. Il y a des émoluments corruption. Moi, je refuse d'être corrompu. Parce que si je m'engage, si on m'a donné le nom de serviteur du peuple, ça veut dire que je dois mériter cela. Si je vais là-bas et je reste là-bas, non, je serai... Et le peuple, la population de Bukavu sera déçue. Aujourd'hui, Bukavu a besoin d'un député bagarreur comme Passia Bachon. Un député qui va à Kinshasa pour bousculer. Bagarreur, ce n'est pas évidemment de la boxe à l'Assemblée. Non, ce n'est pas la boxe. Je dis bagarreur, c'est-à-dire aller bousculer les lignes, aller faire bouger les lignes, pour prendre parole, pour aller bousculer les ministres, pour que des routes arrivent, pour que, n'est-ce pas, la nourriture arrive, pour qu'il y ait des industries. Vous savez, il nous faut des industries. S'il n'y a pas d'industrie, qu'est-ce que nous allons vendre? Qu'est-ce que nous allons fabriquer? Pourquoi le dollar aujourd'hui ne fait que monter? Parce que nous ne produisons rien. Mais si nous produisons, et il y a l'argent, même en province, ici, nous pouvons créer nos propres entreprises. Rien n'interdit à une province de créer ses propres entreprises. On sait que Passia Bachombe, en annonçant le début de sa campagne, a dit « Je suis déjà candidat gouverneur ». C'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Évidemment. Et parce que vous voulez changer également la vie des citoyens de la province du Sud. Quand je suis arrivé à Bukavu, j'ai déposé ma candidature. En effet. Il y a certains notables qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Mais patient, est-ce que toi, tu ne peux pas nous aider pour diriger la province ?» Parce que toi, tu as dirigé la société civile à la province. Tu es allé à Kinshasa, tu as dirigé toute la société civile au niveau national. Nous t'avons vu, tu as réuni plus de 9 gouverneurs. Tu t'es battu pour la rétrocession de 40%. Moi, j'ai réuni 9 gouverneurs pour que nous puissions nous battre contre, n'est-ce pas, cette gabégie où l'argent va à Kinshasa, ne retourne pas en province. On parle de rétrocession au lieu de retenue à la source. Oui, mais c'est ça, l'argent ne revient plus. 40% de retenue à la source ne revient plus. Pourquoi? On n'en prend même pas à la source parce que ça ne devrait pas revenir. Vous savez, on devrait en prendre dans la source. J'ai été avec un gouverneur qui me dit, mais Binatouchinda, moi j'ai produit 60 millions de dollars l'an, ma province. Mais j'arrive à Kinshasa pour plaider, il y a 1 million. Dans le 1 million, on me demande de laisser 200 000 $ à COP. Ni à commission. Mais je rentre en province avec 800 000 $, alors que j'ai produit 60 millions. Assemblée provinciale, parce que tout simplement, même le gouvernement ne les protège pas. Vous imaginez? Parce que tout cet argent est dilapidé à Kinshasa.
ça rentre dans les poches des gens, ne vous en faites pas. Il y a des institutions qui nous coûtent et qui ne devaient pas nous coûter. Vous voyez. Et au vu de tout ça, ces notables m'ont demandé, est-ce que tu ne peux pas diriger? J'ai dit oui, moi j'ai ces capacités et je peux le faire. On a eu des discussions intenses, ça a pris du temps, ça a pris plus de 2 mois et nous avons pris des stratégies pour développer cette province. Et moi, j'annoncerai prochainement comment et quel sera, n'est-ce pas, le programme que je vais présenter à la population du Sud Kivu. Il y a des priorités, mais il faut les hiérarchiser. Il faut hiérarchiser ces priorités et je crois que c'est à ce titre-là que nous pouvons maximiser, rationaliser les dépenses pour permettre à cette province de se prendre en charge. Construire des entreprises, n'est-ce pas, provinciales, qui vont engager des jeunes, qui vont permettre que même les pays voisins ici nous respectent, que nous ne puissions plus passer ici au Rwanda pour aller à Uvira. Vous savez que la personne qui a construit cette route de Ngomo, c'est une jeune fille. C'était juste une jeune fille qui a tracé cette route. Elle avait moins de 25 ans. Mais nous, vraiment, nous sommes incapables de le faire. Donc, plus de 60 ans après l'indépendance. Je peux vous assurer, mes chers compatriotes, plus de 50 ans après l'indépendance, on n'a pas quand même... Nous avons des compétences et nous allons les mettre à la disposition du peuple. Moi, je viens seulement à Bukavu pour demander au peuple de Bukavu. Vous m'avez fait confiance en 2017. Vous m'avez élu président de la société civile Sud Kivu. Je ne vous ai pas déçu. J'ai travaillé d'arrache-pied, matin, midi, soir, la nuit, pour ce peuple. Le travail que nous avons fait ensemble a eu des échos dans notre province. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont apprécié ce travail et m'ont élu comme président national de la société civile. Aujourd'hui, j'ai fini mon mandat. Je suis bien préparé. Je suis bien aiguisé. Je connais les rouages et je connais comment ce pays peut bien fonctionner. Je viens vous demander de me faire confiance. Comme vous m'avez fait confiance, je ne vous ai pas trahi. Maintenant, envoyez-moi comme votre serviteur. Je porte cette tenue de serviteur pour demander, ou de Batumi Chiakazi, pour venir demander le travail. Je viens demander que vous puissiez me donner, me confier ce travail. Dernière question avant la fin de cette émission, parce qu'on a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Eh bien, j'ai posé la même question sur la question de l'environnement, la question des autochtones pygmées, parce que quand on n'en parlait pas, ça ce sont des questions parfois qui sont éludées par beaucoup de candidats. Ils ne veulent pas s'embrouiller ou s'embourber dans cette question-là. Ils préfèrent évoquer autre chose, sauf la question environnementale, alors que c'est une question capitale aujourd'hui parce que le Congo, il faut le rappeler, c'est un atout pour le monde en termes de biodiversité, en termes même pour la question du changement climatique. Eh bien, climat, environnement, protection des peuples pygmées, qu'est-ce que vous avez en tête à l'Assemblée nationale? Alors, cher honneur, je voudrais dire... N'oubliez pas la question des jeunes, notamment. Oui, oui, évidemment. La question, vous parlez de l'environnement. La question de l'environnement est transversale. Évidemment. Moi, je vais la lier à la question de l'éducation, directement. La question, avant de parler de l'environnement, il faut parler de l'éducation. Qu'est-ce qui a été transmis comme éducation et qu'est-ce qui a été transmis, n'est-ce pas, aux jeunes pour préserver l'environnement. Parce que vous parlez de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, on voit principalement l'éducation et la formation. Et je pense les revenus de nous questionner sur la qualité de notre éducation, la qualité de notre formation et même le système de notre formation. Je crois que l'environnement doit être à l'épicentre de notre formation. Parce que si nous arrivons à fâcher l'environnement, elle se retourne contre nous. Et vous pouvez voir, aujourd'hui, avec la boue, Matope, qui se trouve ici chez nous, mais elle a des conséquences terribles. Mais nous avons fâché l'environnement. Nous avons construit de manière vraiment anarchique. Et aujourd'hui, l'environnement se retourne contre nous. Il se fâche. Nous avons coupé les bois comme nous le voulons. Et aujourd'hui, l'environnement se fâche. Alors, pour moi, et d'ailleurs, il y a aussi une autre question, ça appelle aussi à la sécurité. L'environnement a aussi un lien avec la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment tous ces déplacés de guerre
tous ces réfugiés ont détruit notre environnement. Ça va? Donc, si nous préservons l'environnement et si nous maintenons la paix sociale, il n'y aura pas de guerre. Et donc, l'environnement ne sera pas détruit. Et donc, cette question-là doit être l'épicentre de toutes les autres questions parce que c'est une question qui se trouve au califourchon d'autres questions. Alors, cher ami, notre collègue a parlé aussi de, je crois, d'abattage des bois, n'est-ce pas? Et, oui, mais vous savez, pour abattre un bois, il faut l'autorisation. Il faut un procès. Il faut un procès. Chez nous, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, tu te réveilles, le matin, tu coupes, tu fais comme tu veux. Vous savez, il y a des taxes qui sont prévues par les législateurs contre les coupeurs de bois. Même si c'est vous-même qui l'avez planté. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? L'autorité n'existe pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est aussi une question, n'est-ce pas, sécuritaire. Je suis parti, d'ailleurs encore mieux ici chez nous, je suis parti quelque part dans la province de Kwilu. Là, on sait que c'est le bois. Je suis arrivé... Aujourd'hui, c'est détruit. La forêt, mes amis, vous savez, ce pays est riche. Dieu nous a tout donné. Mais comment nous rationalisons ce que Dieu nous a donné? C'est ça le grand problème. Il faut l'intelligence. Pour préserver l'environnement, il faut l'intelligence. Le monde entier, nous avons un bassin extraordinaire. On dit que c'est le deuxième poumon fort. C'est le premier poumon du monde. Mais qu'est-ce que nous avons en retour? Après avoir pollué l'Occident, mais la terre entière attend que le Congo, mais on nous donne des injonctions. Non, nous devons être fiers, nous devons avoir des dirigeants qui s'imposent sur la scène internationale. Et cet argent-là doit revenir au peuple congolais pour réaliser des grands projets. Donc l'environnement pour nous, c'est aussi une source, n'est-ce pas, de revenus extraordinaires. Gigantesques d'ailleurs. Des milliards doivent revenir ici chez nous, n'est-ce pas, pour réhabiliter encore notre environnement qui a été d'une part, n'est-ce pas, atteint. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Mais pour la jeunesse, j'insiste, la jeunesse c'est le fait de lance. Mais comment, vous savez, ça me fait très mal. Je regarde à Kinshasa, je regarde à Bukavu, je regarde à Kamituga, je regarde à Calais, je regarde même à Kitutu là-bas, et plus loin, même à Fizi. Combien de jeunes ont de l'emploi? Aucun encadrement, aucune politique d'encadrement, même au niveau provincial, même au niveau national. On n'encadre pas les jeunes, on laisse les jeunes s'encadrer. Ça n'existe nulle part au monde. Conséquence, les jeunes se livrent à la drogue, les jeunes intègrent les groupes armés, les jeunes et puis les jeunes ne demandent pas beaucoup de choses. Les jeunes ont simplement besoin d'être formés dans le métier et d'être appuyés, d'être regroupés, comme on fait aujourd'hui avec des mousseaux, avec des femmes. On peut le faire avec des jeunes, les avecs. Il y a combien d'avec des jeunes? Il n'y en a pas. Mais les avecs, les mousseaux, ce sont des femmes seulement. Mais combien de jeunes de 17 à 25 ans ont des mousseaux? Il n'y a pas une culture, n'est-ce pas, qu'on incluse dans la jeunesse sur le plan économique. Et je crois que les jeunes ont un problème économique. Chaque année, la RDC produit 100 000 étudiants qui quittent les universités. Des nouveaux diplômés. Des nouveaux diplômés, 100 000 chaque année. Des nouveaux demandeurs d'emploi. Il n'y a pas 5 000 qui sont engagés. Donc chaque année, et les pauvres femmes, mes mamans ici à Bukavu, un peu partout, elles sont au marché partout. Elles travaillent d'arrache-pied pour faire étudier ses enfants et les enfants terminent les études sans travail. Maître Passé, on est à la fin, on va à la fin. Nous allons travailler, n'est-ce pas, pour l'encadrement de la jeunesse. Et il faut inculquer aux jeunes, il faut même les spécialiser, il faut et je pense que là, à ce niveau, la formation professionnelle est un métier. Vous savez, j'ai découvert qu'il y a plus de 300 métiers dans les mines. En effet. Plus de 300 métiers dans les mines. Mais combien de métiers professionnels, je dis bien professionnels, dans les mines? Les jeunes doivent savoir que doit faire un chauffeur dans les mines.
Que doit faire, par exemple, un arpenteur dans les mines? Donc, il y a beaucoup... Donc, ça peut s'organiser et donner la chance ça. à cette Or, nous sommes dans une zone minière. En effet. Nous avons une grande chance, mes amis. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisation. Il nous manque une organisation interne. Nous avons comme l'impression que ceux qui nous dirigent, ils viennent seulement pour leur poche. Ils ne savent pas organiser. Ce qui nous manque, c'est l'organisation. Et le pays est vaste. On a besoin des dirigeants qui comprennent la grandeur, qui ont en tête la grandeur de ce pays. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci Maître Patient Bachombe. Voilà. Je note évidemment sur la question de l'environnement qu'il s'agit d'une question d'éducation. J'ai oublié un élément important. Vous voyez par exemple des étudiants qui ont fini très nombreux. On peut les prendre dans la police même. Si on ajoute, si on majore, n'est-ce pas, le salaire, le solde des militaires et des policiers. Imaginez-vous, nous avons des polices de proximité. Et dans chaque quartier, il y a combien de jeunes qui n'ont pas de travail? Et parfois, un homme de la police très insuffisant, effectivement, dans ils ne savent même pas écrire des PV. Les policiers qui n'ont... On a ramassé des gens dans la rue parce qu'il était brutal dans le quartier. On dit, toi, tu peux être soldat, tu peux être militaire. Mais il n'a même pas étudié. Mais ces jeunes-là, si on leur garantit un bon salaire, je crois que ce sont ces jeunes ils sont prêts à le faire, mais pourvu qu'on leur garantisse. Et ils peuvent amener des conditions quand même acceptables de travail dans la police et dans l'armée. Et donc, moi, j'insiste, cette question d'environnement touche sur la jeunesse, touche sur l'éducation et touche sur la sécurité. N'est-ce pas, de notre pays. Merci, Maître Patient. Donc, je note, évidemment, c'est une question d'éducation parce que, comme vous le savez, des petits gestes peuvent changer. Déjà, si en famille, si à l'école, on peut commencer à dire à l'enfant qui ne peut pas jeter un petit sachet dans la rue et qu'on peut avoir des petites poubelles, peut-être que ça changerait. Si un dirigeant, par exemple, avec son papier mouchoir, peut s'interdire de les jeter un tout petit peu en dehors de son véhicule et les garder peut-être pour une poubelle ou les donner peut-être à son garde du corps, parce qu'on a quand même des gardes du corps pour les jeter quelque part. Je vois des autorités dans des cérémonies qui ont des papiers mouchoirs et qui les jettent, c'est juste à côté. Et ce sont des exemples quand même qui peuvent déjà commencer à partir de la base, que nous pouvons déjà commencer à inculquer. Des bouteilles aujourd'hui qui traînent. Donc, est-ce que, d'ailleurs, il y a une politique, c'est pourquoi j'ai insisté sur la question environnementale, parce que nous sommes attaqués dans cette province. Est-ce qu'il y a une politique, par exemple, pour réduire le plastique, l'importation de plastique? On sent évidemment qu'il y a autant de jus qui viennent. On ne demande pas à ces entreprises d'avoir une certaine responsabilité pour gérer leur... Donc, à un certain niveau, on a tendance à penser qu'il n'y a pas une sorte de... politique. Non, il n'y a pas... Les gens n'innovent pas, les autorités n'innovent pas. Elles subissent et il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'innovation dans ce sens-là. Je suis surpris de voir que les autorités se plaignent. Ils se plaignent. L'autorité se plaint. L'autorité ne se plaint pas. L'autorité agit et prend des mesures. Mais on est dans quel état finalement? Quand on te donne le pouvoir, le léviathan, on te donne la suprématie sur tes compatriotes. C'est pour un délai évidemment. Mais c'est pour les diriger, c'est pour leur donner la voie de sortie. Mais vous commencez à vous plaindre vous-même. Merci, Maître Patient. Ça ne va pas. Nikusema au numéro 121 kwa députation nationale, unalomba watu wa Bukavu wakupatie sauti. Tunakushukuru pour ces passages dans cette émission. Asante sana, mimi naomba wanichague Bukavu, munichague. Nitafuta kuwakumbusha kama ni mimi Patient Bachombe nimepigana, ni kweli tulikuwa na wengine wa Mouvement Citoyen juu ya kupunguza mataxe ya SNEL, na mpaka nikapigana juu ya kuleta cash power. Kama leo cash power iko Bukavu, mimi nimepigana, hata document ya cash power ni mimi nimeisaini pamoja na DG wa SNEL. Na waza ile ni kitu inasaidia hapa Ibanda, na tumetumika na directeur provincial wa SNEL kuona namna gani a partir ya janvier na février ile cash power itafika Bagira na Kadutu. Na tutaendelea vile kuendelea kuna plaider ku niveau national na hapa ili kwamba lo ya mingi ifike na watu wapate posibilite ya kupata kura. Na pia tuendelea kulomba, haiwezekane kama Kinshasa parti ya West iko inalipa facture to ya kidogo, lakini hapa kwetu huku alors que shinyo tuko na mavita, shinyo tuko mazone ziko sinistre. Tunaendelea kusemea raia wetu na tutafikia kuipata ili kwamba wapunguze ile yote. Shukran. Merci donc Maître Patient Bachombe. Merci à vous Jean-Jacques Bagabo d'être venu sur ce plateau également. Merci à tous et à toutes qui nous suivaient en ce net moment sur la Prinel FM, la 100.9, la fréquence des jeunes.
la radio de l'agenda jeunesse et sécurité. Merci à toute l'équipe technique de la Prunelle qui nous a accompagnés. Maître Patient, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci Jean-Jacques d'être venu sur ce plateau. Merci cher Honor et merci à tous ceux qui nous ont entendus. On espère vous retrouver après le 20 décembre en tant que députés nationaux. Ce sera un plaisir évidemment d'avoir des gens qui viennent de la communauté à la base. Si les élections se passent le 20 décembre, par la grâce de Dieu. Si les élections se passent le 20 décembre, les bonnes alors, nous allons nous retrouver à l'Assemblée nationale. Mais si c'est une nomination, je crois que le peuple se prendra en charge. Merci Maître Patient Bachombe. Merci à vous tous. Continuez à nous suivre. Ce soir à 17h, nous aurons évidemment un autre groupe de candidats, 2 candidats avec lesquels nous allons devoir débattre. Vous pouvez aussi vous faire inviter dans cette émission sur ce plateau et je le répète gratuitement pour que vous puissiez évidemment et en préférence les jeunes et les femmes, vous pouvez vous faire inviter sur ce plateau pour que vous puissiez dérouler vos idées pour que les potentiels électeurs puissent vous écouter et puissent savoir s'ils ont en face d'eux des gens qui méritent d'être porté à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. C'est donc un plaisir de vous avoir, de vous servir et de recevoir les candidats ici, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau des élections municipales, mais aussi à l'Assemblée nationale, même des candidats présidents de la République qui, qui souhaitent, nous leur accordons la parole, ils peuvent s'exprimer et ce sera avec plaisir. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve à 17h et avec le même plaisir. Au revoir.